bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Richard Miller. Bonjour. Bonjour. Député fédéral MR. Et avec vous, j'aimerais parler notamment des visas humanitaires. Alors, on en parle déjà depuis plusieurs semaines. D'abord, au niveau des visas humanitaires, pour vous, est-ce qu'il y a moyen de travailler différemment la manière dont on octroie ces visas humanitaires? Quel serait le bon système de demain? Ce n'est pas simple de répondre à votre question, parce qu'il y a un élément que l'on doit absolument conserver. C'est la possibilité, comme son nom l'indique, d'octroyer un visa humanitaire. Cela veut dire que si on définit tout un ensemble de critères a priori, la personne qui ne répondrait pas de façon suffisante aux critères, mais qui serait dans une situation où on a vraiment besoin, où elle a vraiment besoin d'être aidée, ben, finalement risquerait de ne pas l'être. Et donc, moi, je suis tout à fait favorable. On a débattu longuement en commission parlementaire hier. On va en reparler. À essayer de définir des critères d'octroi, de mieux encadrer, et quand je lis les textes de Myria, qui est vraiment l'organisme spécialisé dans la question, je me rends bien compte que même eux ont un peu de difficulté. Par exemple, ils évoquent une des conditions, c'est le fait que les personnes aient les moyens de subsistance en Belgique. Mais ils ajoutent tout aussitôt, oui d'accord, mais il ne faut pas non plus que ce soit une condition qui empêche tout octroi de visa humanitaire. Donc c'est un sujet difficile, où il faut faire preuve de beaucoup de rationalité, mais aussi d'humanité. C'est la raison pour laquelle moi je continue à défendre l'idée, je ne suis pas le seul, à défendre l'idée du caractère discrétionnaire. Ça veut dire que c'est une décision qui est prise par un responsable politique. En l'occurrence, le secrétaire d'État. Ici, c'était le secrétaire d'État. Ça peut être un autre dans un autre gouvernement. Donc, il faut conserver le pouvoir discrétionnaire. Il faut essayer de mieux encadrer, peut-être de mieux définir au départ. Mais alors, surtout, il faut alors qu'il y ait un contrôle plus grand en aval. C'est-à-dire qu'on connaisse les listes des personnes, que l'on connaisse les personnes qui sont intervenues, que l'on sache pourquoi tel visa humanitaire a été donné à telle personne. Or ça, aujourd'hui, ça fait défaut. Alors justement, c'était la discussion en commission hier après-midi, c'était sur ce manque de transparence finalement de ce système. Et vous avez entendu plusieurs personnes, il y avait Freddy Rosemont, il y avait le patron de Mira, il y avait même Theo Franken qui est venu, mais il n'avait pas l'air très intéressé, en tout cas il n'a pas encore été auditionné. Il a tweeté. Oui, alors quel est pour vous, qu'avez-vous tiré de ces auditions, notamment de Freddy Rosemont qui dirige évidemment le commissariat général et qui, lui, normalement, est le bras armé du secrétaire d'État à l'immigration. Bon, je ne vais pas aborder la question de l'éventualité, puisqu'il y a une enquête en cours, d'un trafic. Donc je ne vais pas, puisque moi je ne connais pas l'enquête, je ne sais pas où elle en est, je ne connais pas les éléments du dossier. Donc mais je tiens à dire que s'il y a eu trafic, et si celui-ci est démontré, ben, je le condamne à 250%, puisque ce sont des personnes fragilisées qui en ont fait les frais. On ne peut pas en profiter. On ne peut pas en profiter. Sur la transparence. Sur la transparence. Il y a un élément qui doit être rappelé, c'est que nous avons, au moment où des listes de personnes donc, établies par le cabinet Franken ont été analysées pour voir si elles ont été screenées, comme on dit, pour voir s'il n'y avait pas un problème de sécurité. Nous sommes en pleine période de bombardement de la ville d'Alep. Nous sommes en pleine, c'est vraiment l'invasion de Daesh, c'est la guerre en Syrie. On a tous les soirs à la télévision, ça a été rappelé en commission, on voit les bâtiments bombardés. Donc, nous sommes dans une situation de crise. Il y a une situation de crise humanitaire. Le système des listes de noms et de visas à octroyer a déjà été utilisé précédemment, notamment quand il y a eu la crise au Rwanda et quand il y a eu la catastrophe à Haïti. Donc, le cabinet, le gouvernement
n'invente rien. Face à une situation de crise, il procède à des listes pour qu'on octroie rapidement des visas humanitaires. D'accord, mais du coup, on ne vérifie pas la vulnérabilité de ces gens-là. On ne sait pas s'ils sont vraiment... Par exemple, vous avez demandé des visas pour une famille, pour je dirais au sens large. Est-ce que vous aviez des preuves que ces gens étaient vraiment en danger? Ou bien c'était juste parce qu'on était venu vous en parler et que vous aviez été convaincu? C'est ça. Il faut aussi dire que je ne suis pas sur le terrain. Donc moi, je suis parlementaire belge. Je défends vraiment l'idée qu'un parlementaire doit pouvoir transmettre un dossier comme je l'ai fait avec l'administration Franken, parce que lorsque l'on dit ça devrait être uniquement des ONG sur le terrain, je suis d'accord, je trouve que les ONG font beaucoup de travail, etc. Mais croire que ce serait uniquement parce que ce sont des ONG, il n'y aurait pas aussi soit des situations un peu plus de chance, soit un peu de choix, etc. Ce n'est pas vrai. Donc, mais est-ce qu'il faut vérifier cette vulnérabilité? Alors, la vulnérabilité doit être vérifiée dans la mesure du possible. Mais, je dis bien dans la mesure du possible. Je prends le cas des Syriens qui étaient à Alep. Je prends le cas de la famille. Moi, je suis en Belgique, on vient me trouver, un membre de cette famille qui travaille en Belgique et qui me dit, voilà, ma famille est en danger avec une petite fille, etc. Je dis, bon, je vais me renseigner. Je me renseigne au cabinet Renders par téléphone et on me dit, il existe la procédure des visas humanitaires qui dépend du cabinet Franken. Je rassemble donc les éléments d'identité, je les donne au cabinet Franken. Et la procédure suit son cours. Un critère, une vérification de vulnérabilité, je suis tout à fait d'accord. Mais alors qu'on me dise, par exemple, à combien de mètres, je ne sais pas, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, les bombes doivent tomber pour qu'on considère qu'un enfant est vulnérable ou pas. C'est pratiquement impossible. Et donc, voilà. Et pourtant, à d'autres moments, on a refusé que d'autres familles viennent sous prétexte qu'ils étaient plutôt du côté du pouvoir syrien. Donc, il y a quand même des vérifications qui ont été faites parfois. Oui, mais moi, donc ça, je ne peux pas le savoir. Il y a peut-être un deux poids, deux mesures. Non, ce que je pense vraiment, c'est qu'il est... Si on peut définir des critères, je suis d'accord. Mais je vous dis, même Myria avance des critères, mais sans les rendre tout à fait impératifs. Déjà, mais ce que je crois le plus important, c'est de renforcer le contrôle en aval. Parce que le responsable politique, qu'il soit ministre ou secrétaire d'État, qui donne les visas humanitaires finalement à telle et telle personne, etc., sait très bien qu'à un moment donné, il va devoir rendre des comptes au Parlement. Et là, aujourd'hui, ça c'est vrai qu'il y a une faiblesse, puisque même Myria ne connaît pas le nombre exact de visas qui ont été donnés, quel moment, etc. Ça pose problème. Le Parlement est là pour contrôler l'action du gouvernement. Donc moi, ça ne m'aurait pas du tout dérangé qu'à un moment donné, il apparaisse au Parlement que 5 personnes ont reçu un visa humanitaire parce que et leur dossier avait été introduit par Richard Miller. Ça ne me dérange pas du tout. Mais dans ce cas-ci, ici, il faut quand même entendre Theo Franken pour voir quelle est sa responsabilité exactement dans ce qui s'est passé de manière générale. Hein. Oui, je pense que ça, il devra s'expliquer. Et ceci, je le précise bien, tout à fait indépendamment de l'enquête judiciaire. Alors parlons du climat, parce que c'est aussi dans l'actualité. Il y a notamment cette campagne de désobéissance civile qui a été lancée cette nuit, qui s'attaque aux espaces publicitaires un peu partout dans les villes. Près de 2000 affiches ont été apposées sur les panneaux publicitaires. La campagne propose d'interpeller directement les 4 ministres de l'Environnement. Alors je vais vous demander ce que vous pensez de cette campagne, et vous avez 3 solutions. Je vous propose 3 solutions. D'abord, c'est sympathique, cette campagne. Deuxième solution, c'est interpellant. Ou troisième, c'est enfantin. Alors, c'est quoi cette campagne climat pour vous ? Non, moi, je suis un libéral. Moi, je trouve que une campagne qui est menée, et quand on assiste aux manifestations qui se succèdent, avec, qui interpellent vraiment notre jeunesse et qui met en évidence la nécessité d'une responsabilité intergénérationnelle. Vous savez, donc moi, à l'âge que j'ai, je suis papa, mais je suis aussi grand-père. J'ai 3 petites filles.
est-ce que vous pensez que moi j'ai envie que mes petites filles vivent dans un monde où comment dire, la vie même serait en danger? Pas du tout. Donc moi, je trouve que cette campagne est interpellante. Toutes les actions interpellantes ont du bon, c'est ça? Oui. Même si dans ce cas-là... En évitant la violence des gilets jaunes. Oui, bon. d'accord. Mais ici, dans ce cas-là, on utilise des panneaux publicitaires. Peut-être que des publicitaires ne seront pas contents qu'on utilise leurs panneaux. Mais ça vous voilà. gêne pas. Mais Okay. bon, s'il y a une plainte en justice, il y a plainte en justice. Oui. Voilà. Mais je pense que le sujet nécessite vraiment des actions interpellantes. Il faut, parce que c'est ainsi, parce que le temps politique est différent. Il y a le temps de l'étude, il y a le temps de la décision et tout. Donc, je pense qu'il est tout à fait nécessaire de faire bouger les choses. Alors, par contre, là où j'ai un bémol par rapport au discours ambiant pour l'instant, il me semble que le gouvernement de Michel, que cette majorité a accompli déjà des pas importants et que ceux-ci sont peut-être mis trop sur le côté. Et voilà, donc je défends en matière climatique le bilan du gouvernement, en disant qu'il faut aller plus loin, bien entendu. Alors justement, est-ce qu'il faut aller plus loin individuellement, c'est-à-dire par exemple vous personnellement, citoyen Miller Richard, ou bien collectivement, tout le monde, ou politiquement, vers où il faut aller? Écoutez, il faut tout faire en même temps. Moi, je pense qu'il faut tout faire en même temps. Lorsque cette majorité, lorsque le gouvernement a pris la décision de lancer les green bonds, de façon à aller chercher 5 milliards d'euros dans des produits de relance énergétique, lorsque Marie-Christine Merghem a résolu le problème de la répartition des moyens à propos du CO2, etc. Tout ça, ce sont des avancées importantes qui ont été faites. Quand on finance, quand on aide, quand on insiste sur l'offshore éolien pour pouvoir apporter la même énergie que 4 réacteurs nucléaires, tous ces éléments-là sont extrêmement importants. Donc il faut une action politique au niveau national, fédéral, régional, au niveau européen et même mondial. Mais il faut aussi l'action dans les villes. L'action dans les villes est fondamentale, puisque les villes sont des centres de production importants. Par exemple, à Bruxelles, c'est un bon pas. Un bon pas. C'est la raison pour laquelle le MR défend à fond la prolongation du métro bruxellois. C'est la raison pour laquelle François Belot, ministre et maire, a réouvert des gares, et notamment 4 gares à Bruxelles. Voilà, ce sont toutes des choses qui doivent être portées collectivement. Et à titre individuel, moi je vous dirais que voilà, je fais attention. Il suffit de réduire le degré de chauffage domestique dans la maison, ne pas aller vers les 22, 21, mais plutôt vers les 18, 19. 18, c'est un peu froid. Disons 19, et avoir un pull supplémentaire, et tout de suite ça fait tomber. Merci Richard Miller. Demain, je recevrai Joël Maison. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.